Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce live à l'occasion du printemps de l'orientation. Donc, je me présente avant de commencer. Je m'appelle Léopold Château et je suis service civique au CRIJ de Poitiers. Accessoirement sur la partie Europe et mobilité internationale. Et pour répondre à toutes vos questions, et aussi pour m'aider à guider cette séance sur le printemps de l'orientation, je serai en compagnie de Adrien du CRIJ de Bordeaux et de Annalisa du CRIJ de Poitiers. Donc voilà, donc tous deux s'occupent de la partie mobilité internationale et sont donc des spécialistes dans leur domaine. Si vous avez des questions sur ce thème, n'hésitez pas à nous en poser. Voilà, on va commencer dès maintenant et on va vous poser une question précisément. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu dans quel cadre est-ce qu'on peut partir à l'étranger? Oui, bonjour à tous et à toutes. Effectivement, on a plusieurs possibilités de départ à l'étranger. On peut partir par profil, si je suis mineur, si je suis en année de césure, si j'ai plus de 30 ans, je suis en situation de handicap, demandeur d'emploi. Il y a plusieurs profils possibles et donc on peut partir selon son profil, mais aussi par but de départ. Donc, si je souhaite travailler à l'étranger, si je souhaite partir pour faire des études, m'engager en tant que bénévole ou en volontaire à l'étranger, je peux aussi également partir en autonomie, pour partir tout seul, pour vivre une première expérience autonome. On peut aussi partir dans le cadre d'un stage à l'étranger, effectivement. Mais si justement, reprenant tes termes sur l'étranger, je veux y faire mes études, comment est-ce que je dois m'y prendre? Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, tu peux bien sûr partir faire tes études supérieures à l'étranger et il y a deux possibilités de façon large. Partir en solo ou partir dans le cadre d'un programme, d'un partenariat entre établissements. Alors, dans le cas d'un départ en solo, effectivement, tu as un large choix de destination et de durée. Voilà, si tu as envie de faire tout ton cursus universitaire à l'étranger, c'est possible. Par contre, il faut garder à l'esprit qu'il y a certaines contraintes ou petites difficultés à devoir gérer, notamment. Il faut faire l'inscription directement auprès de l'établissement étranger, donc ce qui présuppose déjà de devoir gérer et s'occuper de toutes les démarches administratives en autonomie. Ensuite, il faut effectivement payer les frais d'inscription auprès de cet établissement étranger qui sont souvent élevés, beaucoup plus élevés par rapport aux frais d'inscription en France. Ensuite, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment l'accès à beaucoup d'aides financières. Il faut plutôt se tourner vers des bourses proposées par l'État étranger ou par l'université étrangère, donc justement en direction des étudiants qui viennent de loin. Et puis, il y a aussi la question de l'équivalence du diplôme. Parce qu'effectivement, surtout si on suit un cursus entier à l'étranger, il faut considérer le fait qu'on obtient un diplôme étranger. Donc, si on a envie ensuite de revenir en France et de pratiquer sa profession en France, il faut bien voir si ce diplôme est parfaitement équivalent ou s'il faut faire des examens ou des stages complémentaires pour obtenir cette équivalence. Sinon, il y a l'autre possibilité de partir dans le cas d'un programme ou d'un échange entre établissements, d'un partenariat entre établissements. Ça présuppose plusieurs avantages parce que déjà, on s'inscrit dans un établissement français. Donc, on a des frais d'inscription de France qui ne sont pas très élevés en faisant une comparaison avec les autres pays. Ensuite, généralement, on part sur une période limitée, délimitée de temps, donc que ce soit un semestre ou deux, donc une année. Et on est quand même pas mal
épaulé dans toutes ces démarches par le Bureau de relations internationales de sa faculté. En étant inscrit dans l'établissement français, on a accès aussi aux aides financières prévues pour une mobilité à l'étranger ou même une bourse, la bourse classique, voilà, en tant qu'étudiant boursier. Donc, on a accès à toutes ces aides-là qui ne sont pas coupées pendant la période de mobilité. Au contraire, ils peuvent avoir des bourses supplémentaires. Et puis, pendant cette mobilité, le but, c'est de suivre des cours à l'étranger, passer ces examens là-bas qui seront reconnus une fois qu'on revient en France. Donc, il n'y a pas du tout de problème lié à la reconnaissance du diplôme. Par contre, il y a quand même une limitation dans le choix des destinations et de la durée. Bon, la durée, j'ai dit, des destinations, ben, ça dépend des accords entre les universités ou des destinations qui sont couvertes par un programme précis. En parlant de programme, effectivement, le plus connu, le plus célèbre, c'est sûrement Erasmus+ études supérieures, donc qui permet d'effectuer un semestre ou deux d'études à l'étranger, et ça pour chaque cycle d'études, donc une fois pendant la licence, une fois pendant le master, et si on va plus loin, pendant le doctorat aussi. Et il y a une bourse accordée à ce titre. Ils peuvent avoir aussi d'autres programmes d'échange ou de partenariat entre établissements pour d'autres destinations. Pour avoir plus de renseignements, le conseil, c'est de se rapprocher dès qu'on intègre une université française ou un établissement d'études secondaires français au Bureau de relations internationales de l'établissement qui va vous expliquer les temps, les démarches à faire, parce que ça varie aussi en fonction des études. Pour certains, c'est possible de partir dès la deuxième année d'études supérieures. Pour d'autres, ça va être plus tard. Donc, ça varie énormément en fonction des formations. Merci beaucoup, Annalisa. Et je me demandais aussi si pendant nos études, on pouvait faire un stage à l'étranger. Tout à fait, il est tout à fait possible de partir en stage durant son formation, puisque en plus, les cursus académiques incitent de plus en plus à effectuer un stage à l'étranger, notamment en Europe. Il existe différents programmes, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, vous connaissez le plus célèbre, c'est le programme Erasmus+, qui peut concerner aussi bien les apprenants en formation professionnelle que les étudiants de l'enseignement supérieur. Donc, tous les élèves, apprentis et étudiants qui sont inscrits dans un établissement d'enseignement français qui a signé cette charte, la charte Erasmus+, ben, ils peuvent partir en stage dans le cadre de ce programme pour une durée de 2 à 12 mois. Donc ça, c'est à savoir et c'est intéressant. Il est aussi possible de faire des stages, notamment en Allemagne, grâce à l'OFAGE, l'Office franco-allemand pour la jeunesse, qui propose des bourses de stage. Vous pouvez très bien aller consulter leur site, c'est www.ofage.org. Et c'est vraiment le facilitateur d'échange entre les Français et les Allemands, puisqu'il propose plus de 8000 programmes chaque année pour partir aller et faire ces échanges entre Allemands et Français. On peut aussi tout à fait partir en stage, même en dehors de ses études, c'est tout à fait possible, grâce notamment au dispositif Bagage qui est proposé par la région Nouvelle-Aquitaine et qui permet d'avoir une aide financière et qui propose donc une aide financière aux jeunes demandeurs d'emploi, par exemple âgés de 18 à 30 ans, et ça leur permet de faire un stage de 3 à 6 mois dans un pays de l'Union européenne. Voilà. Et l'OFAGE aussi permet d'encadrer des stages de courte durée en Allemagne. Donc, vous voyez, il y a plein d'opportunités. On pourrait en faire toute une grosse page et rester en live pendant 3 heures. Mais effectivement, il y a la possibilité de faire des stages en dehors et d'une formation, mais aussi au sein d'une formation dans le cadre de ces études. Merci Adrien, mais si finalement, outre le stage, outre partir étudier à l'étranger, parce que toutes personnes ne vont pas forcément suivre un parcours scolaire bien défini et parfois il arrive que des personnes fassent des breaks et donc par exemple des années de césure, soit dit en passant.
Est-ce que quand même, pendant cette année-là, quand on décide de stopper ses études pendant un moment donné, voilà, que ça soit même après le bac, par exemple, est-ce qu'on peut quand même partir à l'étranger? Oui, Léopold, c'est tout à fait possible. Par exemple, on peut partir travailler pour un job, si c'est un emploi de courte durée, ou voilà, ou pour un emploi de plus longue durée, si on décide de s'installer pour une plus longue période à l'étranger. Et il y a différentes façons de chercher de l'emploi ou un job. Par exemple, en envoyant des candidatures spontanées aux entreprises, aux boîtes, ou en regardant sur des sites spécialisés qui proposent des offres de job ou d'emploi. Un exemple, il y a le portail EURES, qui est le portail européen de l'emploi dans l'Union européenne, ou encore, si on a envie de se lancer un peu à l'aventure, il y a la possibilité de partir directement sur place. Ça vaut surtout pour les pays de l'Union européenne, de l'espace Schengen, voilà, pour lesquels on peut circuler librement sans demander de visa et rechercher directement sur place. Donc, en allant distribuer son CV d'entreprise à entreprise. Alors, je voulais faire juste un petit point sur le Royaume-Uni. Alors, comme vous savez, le Royaume-Uni, avec la Brexit, a quitté l'Union européenne. Donc, c'est vrai que c'était une destination très demandée par les jeunes, surtout pour des jobs d'été, pour pouvoir être dans le pays, pratiquer l'anglais. Donc, avec la Brexit, ce n'est plus très facile d'y partir travailler parce qu'ils demandent quand même des compétences spécifiques et élevées dans certains contextes, dans certains domaines, ou encore un niveau d'anglais assez voilà, élevé. Mais il faut considérer que pour certains métiers, ou plutôt activités, il y a quand même une pénurie de main-d'œuvre locale. Donc, c'est possible qu'ils ouvrent des visas temporaires, surtout, par exemple, dans les travaux agricoles. Donc, on ne peut pas, comme avant, partir sur place et chercher un travail, mais il faut plutôt regarder ces possibilités-là, voilà, de travail, de job temporaire, saisonnier, qui offre cette opportunité. Mais sinon, si on veut rester dans l'Union européenne pour pratiquer l'anglais, il faut quand même, il faut pas oublier qu'il y a l'Irlande et Malte qui sont des pays anglophones et dont l'anglais est langue officielle. Et puis tous les pays du Nord Europe, voilà, comme Danemark, Pays-Bas, Suède, voilà, qui sont pratiquement des pays bilingues. Bon, certes, l'anglais, ce n'est pas la langue officielle, mais il la parle très bien. Encore, il y a une autre possibilité qui n'est pas vraiment un vrai travail, un vrai job, mais qui permet d'être immergé dans la culture du pays, et c'est le séjour au pair. Le séjour au pair, donc il s'agit d'être dans une famille d'accueil, s'occuper des enfants de la famille, de la garde des enfants. Il y a un peu dans les tâches ménagères, et en échange, on est nourri, logé, et on reçoit un peu d'argent de poche. Donc, il est accessible aux majeurs jusqu'à 29 ans, 30 ans maximum, ça dépend vraiment des destinations. C'est vraiment une bonne opportunité, voilà, pour pratiquer la langue et être en contact avec la culture du pays. Pour trouver une famille d'accueil, il y a deux possibilités, deux options. Soit consulter des sites de recherche autonome
Et donc, rentrer en contact direct avec les familles et aussi faire les démarches tout seul, soit contacter des organismes d'accompagnement donc qui vont matcher la famille avec le jeune selon les exigences, le profil, mais cet accompagnement a un coût donc de frais de dossier à soutenir au-delà du transport à l'international qui reste normalement à la charge du jeune. Et puis, si vous voulez partir vraiment pour des destinations lointaines, il y a ce qu'on appelle le PVT ou permis vacances-travail. Donc, il s'agit d'un visa qui permet d'aller dans certains pays comme le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud ou d'autres destinations. Avec un statut de touriste, mais tout en pouvant travailler. Donc voilà, c'est juste un visa, ce n'est pas une offre d'emploi ou de job. Donc ça veut dire qu'une fois sur place, si vous n'avez rien trouvé depuis la France, il faudra vous débrouiller et chercher directement. Mais vous avez l'autorisation pour le faire. Et il faut quand même avoir un certain budget pour pouvoir le demander parce qu'il y a les frais de visa à soutenir, il y a le transport à payer pour toutes les destinations lointaines, c'est quand même un budget considérable et en plus, il faut avoir une certaine somme d'argent sur son compte en banque pour rassurer les autorités locales que le jeune à l'expiration du visa peut retourner dans son pays d'origine parce que le visa a une durée déterminée. Donc, pour la plupart des pays, c'est 1 an. Pour certains pays comme le Canada, l'Australie, c'est de 2 ans. Et c'est une opportunité pour des jeunes de 18 à 30 ans, 35 ans pour certaines destinations. Merci encore une fois pour cette réponse extrêmement éclairée. Donc, tout ça, c'est extrêmement intéressant, hein. Mais j'aimerais savoir sur une partie un peu plus engagement, comment est-ce qu'on peut se sentir plus utile pour voyager? Est-ce qu'il y a des formations ou juste des moyens pour se sentir plus engagé dans une cause quand on va à l'étranger? Je vais répondre. Effectivement, il y a plein de dispositifs qui existent et de programmes qui permettent de se rendre utile et de s'engager dans des missions d'intérêt général à l'étranger. Je pense notamment aux chantiers de jeunes bénévoles. Alors, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler des chantiers de jeunes bénévoles, mais en fait, c'est un rassemblement de jeunes de différentes nationalités autour d'un projet utile à une collectivité, à une commune. C'est un volontariat de très courte durée, hein, puisque ça peut durer 2 à 3 semaines maximum, mais même si c'est plutôt 2 semaines, puisque les 3 semaines sont assez rares. Et en gros, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas participer à la restauration d'anciennes bâtisses, d'une école, d'un monument de la commune. Tu vas aider à la mise en place d'un festival, par exemple, à mettre en place des projets environnementaux. Mais aussi, ça s'est vu sur certaines missions de chantier, ça peut être des missions d'action, de participation à des actions de sensibilisation. Voilà, je vais arriver à trouver les mots. Et donc, c'est vraiment intéressant parce qu'au final, on se retrouve avec différentes nationalités, avec différents jeunes ou pas, puisque les chantiers, il n'y a pas forcément de limite d'âge, mais on peut commencer un chantier à l'âge de 16 ans en Europe. Et en plus, le volontaire est nourri et logé. Donc, c'est assez intéressant en termes d'échange, en termes de toi qui veux te rendre utile. C'est vraiment une participation à quelque chose d'utile au niveau de la collectivité qui propose le chantier. Ensuite, on en a parlé dans le live précédent avec nos collègues. On a parlé du service civique, qui est un dispositif de base français, donc national, mais qui a aussi été un petit peu exporté pour l'international, puisqu'il est tout à fait possible de s'engager dans des missions de volontariat en service civique à l'international, ce qui permet de pouvoir faire des missions hors Europe également. Donc, on reste sur à peu près les mêmes conditions du volontariat service civique français, hein, puisque c'est possible d'effectuer ces missions de 16 à 25 ans, donc jusqu'à faut avoir moins de 26 ans pour s'engager en mission en service civique, ou 30 ans en situation de handicap.
L'idée, c'est qu'on s'engage dans une mission d'intérêt général dans une structure qui est à l'étranger pour une durée de 6 à 12 mois. Donc, ça va être 6 mois minimum. Donc, il faut quand même être capable de s'engager dans des projets qui sont assez longs. Le volontaire perçoit une indemnité mensuelle qui va s'élever à hauteur de 630 € environ, donc 523 versés par l'État français, plus 107 et des WET qui est versé par l'organisme d'accueil. Et donc, ça reste vraiment une expérience de longue durée, cette fois, d'un volontariat en Europe, mais aussi hors Europe. Et on va voir des petites déclinaisons de service civique où certains organismes vont utiliser le cadre légal service civique pour privilégier certains échanges. Je pense notamment, toujours avec l'Allemagne, au niveau de l'OFAGE et de l'Office franco-allemand pour la jeunesse, qui lui va créer un volontariat franco-allemand, le VFA, qui utilise ce cadre légal service civique, mais vraiment pour faciliter les échanges entre les Français. Hop, je crois qu'on a un tout petit souci technique. Normalement, il va peut-être revenir dans pas longtemps. Mais Annalisa, si tu veux, je te propose de prendre la suite. Si jamais. Oui, je prends le relais, comme disait Adrien, parler du volontaire franco-allemand. Effectivement, il s'agit de volontaires service civique, mais en plus de ça, il y a le support de l'OFAGE pour ce qui est, par exemple, le transport international ou des formations avant et après le volontariat. J'ai complété la partie volontaire franco-allemande. Je ne sais pas si tu voulais dire autre chose sur les services. Non, je voulais juste parler, j'ai du volontariat franco-québécois, mais je pense que Vas-y, tu l'as dit. vas-y, non, pas Non, encore. voilà, je voulais juste dire qu'il y avait une déclinaison aussi au niveau du service civique pour le Canada, notamment avec le Québec ou l'Office franco-québécois pour la jeunesse, donc OFQJ. Vous avez un site www.ofqj.org qui propose cette forme de volontariat et d'engagement en service civique pour accéder au Québec, au Canada anglophone, un petit peu en Amérique latine et dans les Caraïbes. Et c'est intéressant parce que ça fait vraiment une première porte d'entrée et d'engagement sur le continent nord-américain. Donc, c'est assez intéressant et je voulais le signaler au niveau de ce VFQ, volontariat franco-québécois. Donc, désolé pour les soucis techniques, hein, ça arrive. Oui, et juste pour compléter la partie engagement, il y a un autre grand volontariat qui est complémentaire à celui du service civique à l'international. Il s'agit du volontariat Corps européen de solidarité. Donc, contrairement au service civique, il est financé par l'Union européenne et on peut le faire une seule fois dans sa vie, comme pour le service civique. Mais les deux, je disais, sont cumulables. Donc, on peut faire d'abord un service civique, après un volontariat Corps européen de solidarité et vice-versa. D'autant plus que le service civique est pour les jeunes de 18 à 25 ans, tandis que le Corps européen de solidarité pour les jeunes de 18 à 30 ans. En termes de destination, on a pour le Corps européen de solidarité ou en utilisant l'acronyme CES, plutôt les pays de l'Union européenne, pays Europe hors Union européenne qui adhèrent au programme, mais aussi des pays partenaires voisins, comme par exemple du nord de l'Afrique ou de l'ouest de l'Asie. En termes de durée, on a des volontariats, des projets court terme qui vont de 2 semaines à 2 mois, qui sont principalement à destination des jeunes qui ne sont jamais partis à l'étranger, par exemple. Donc, c'est pour eux l'occasion de tester, de voir un peu qu'est-ce que ça veut dire. Ou des jeunes qui viennent d'un milieu un peu en difficulté. Donc, c'est pour leur donner l'opportunité de voir autre chose. Mais on a aussi des projets long terme qui vont de 2 mois jusqu'à 12 mois. Donc, on peut faire un volontariat court terme avant et un volontariat long terme après, mais pas l'inverse. En termes d'activités qu'on peut mener, c'est un peu comme le service civique. On s'engage dans la plupart des cas dans une association et
on peut mener des tâches qui peuvent être en lien avec les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées, ou encore l'environnement, agriculture, le sport. Vraiment, il y en a pour tous les goûts, les couleurs. Il y a vraiment du choix. Et en termes d'indemnité, il s'agit d'un volontariat très bien pris en charge parce que on a une contribution au transport international aller-retour, à logement qui est fourni, de l'argent pour la nourriture, un peu d'argent de poche, le transport local, éventuellement s'il faut un moyen de transport pour aller du lieu de l'hébergement au lieu de l'activité, une assurance complémentaire santé, responsabilité civile, rapatriement, et un soutien linguistique qui, dans la plupart des cas, est un cours en ligne, mais selon les possibilités de l'association d'accueil, ça peut être aussi un cours avec des bénévoles ou dans une école de langue, effectivement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver une mission, pour partir? Il faut s'inscrire sur le site du Corps européen de solidarité, donc remplir son profil. Et ensuite, on peut avoir accès à toutes les offres qui sont mises en ligne. Donc, il y a des offres qui peuvent être publiées tous les jours. Donc, il faut aller assez régulièrement. On a aussi des offres un peu à la dernière minute, donc pour lesquelles on a la possibilité de partir vraiment tout de suite, ou des offres qui débutent un peu plus loin. Donc là aussi, c'est une grosse variété. Et on postule juste en cliquant sur l'offre et ensuite, on est recontacté par la structure pour un entretien si la structure est intéressée à son profil. Donc voilà, c'est et en plus, il s'agit quand même d'un volontariat extrêmement encadré parce que au-delà de la structure d'accueil qui vous accueille à l'étranger, il vous faut pour partir une structure de soutien dans votre pays d'origine, donc une structure de soutien française. Son rôle, c'est de vous aider dans toutes les démarches administratives avant le départ, de vous fournir une préparation au départ, de vous suivre pendant la mobilité et d'effectuer un bilan au retour. Il y en a pas mal partout en France, voilà. Juste pour info, Infogène Nouvelle-Aquitaine, site de Poitiers, et Infogène Nouvelle-Aquitaine, site de Limoges, sont des structures de soutien CS. Donc, si jamais vous êtes sélectionné pour un CS ou vous êtes parti pour un CS, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous pour avoir plus d'informations dans ce sens-là. Merci beaucoup, Annalisa. Accessoirement, du coup, est-ce que tu voudrais bien nous partager, par exemple, le site SoMobilité sur lequel on peut retrouver toutes les infos possibles pour des voyages à l'étranger, partir à l'étranger pour des stages, travailler, etc. Oui, tout à fait, parce que en fait, là, avec Adrien, on a cité certains dispositifs, certaines possibilités de départ à l'étranger. C'est un instant, mais il y en a aussi plein d'autres. Donc là, j'y vais. Plein d'autres. On peut partir, par exemple, pour un séjour linguistique. On peut partir pour faire du woofing. Il y a vraiment plein d'autres possibilités. Donc, il ne faut pas hésiter à aller sur le site www.sonmobilité.fr et déjà, vous avez une première vue des informations, comme Adrien disait, voilà, par but de départ ou par profil, une foire aux questions qui est assez fournie. Et vous avez une agenda avec des événements qui se passent
région sur la mobilité des témoignages très intéressants de jeunes qui sont partis à l'étranger. Donc, n'hésitez pas à les regarder, à les lire. Il y a des témoignages vidéo, des témoignages écrits. Vous donne vraiment l'envie de partir. Et puis, si vous voulez parler, rencontrer un professionnel, vous pouvez prendre un rendez-vous en vous inscrivant et en sélectionnant l'opérateur sous mobilité le plus proche de chez vous pour un rendez-vous en présentiel ou en visioconférence. Merci Annalisa, je suis désolé, j'ai eu énormément de problèmes techniques, je n'ai pas compris, mais merci pour avoir fait la présentation de ce site régional de référence pour les jeunes néo-aquitains jusqu'à 35 ans, du coup, somobilité.fr. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Eh bien, voilà, je vous remercie beaucoup. Je ne sais pas, est-ce que vous pensez qu'on a le temps juste pour une seule question ou nous pouvons tout de suite couper la session? Mais si jamais, j'aimerais juste poser une petite question qui est venue. Quelles expériences on peut acquérir du fait de partir à l'étranger? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme, on dirait, des soft skills? On peut en avoir beaucoup, on peut en acquérir beaucoup, notamment en volontariat, puisque quand on s'engage dans des structures à l'étranger, on est souvent sur des structures, ça peut être des structures information jeunesse ou des structures qui sont multitâches, j'ai envie de dire. On va pouvoir, en tant que volontaire, participer à la communication. Si on n'a jamais fait de communication, on va pouvoir maîtriser un petit peu les diffusions sur les réseaux sociaux, créer des événements, voir comment on se profile, comment on communique sur un gros événement. On peut très bien participer à des forums, rencontrer d'autres volontaires, d'autres structures, ce qui permet de se constituer un réseau international, j'ai envie de dire. On va toucher un petit peu à plusieurs domaines, comme dans l'animation, dans la création d'ateliers, par exemple. Là, je prends l'exemple d'Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine où on reçoit des volontaires dans le cadre du Corps européen de solidarité, mais aussi dans le cadre d'un service civique. Voilà, donc c'est intéressant. Ça permet d'avoir un petit peu de toucher à plusieurs différents domaines de compétences, un petit peu, et puis de se découvrir en se disant, je pensais pas être capable de pouvoir parler en public. Je pensais pas être capable de pouvoir créer un événement aussi important. Donc voilà, c'est vraiment des soft skills, comme tu dis, qui peuvent être très importantes et qui va faire la différence après sur un CV, évidemment. Merci beaucoup, Adrien, pour cette réponse. Je pense qu'on en a fini, du coup, avec ce live Facebook. Voilà. Donc, si vous voulez souhaiter rajouter quelque chose avant de finir, peut-être, avant de clôturer ce live. N'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez revoir ce live sur nos pages Facebook. Et puis, comme déjà dit, si vous voulez en savoir plus et vous avez une idée de départ à l'étranger, mais vous ne savez pas trop comment vous y prendre, quelles sont les démarches à faire, quel est le dispositif le plus approprié pour vous en ce moment-là, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec un opérateur sans mobilité. Merci beaucoup à vous. C'était complet, c'était parfait. C'était très intéressant. Donc voilà, vous pourrez retrouver ce live en rediffusion sur nos pages Facebook. Voilà, n'oubliez pas, si jamais vous avez loupé quelques petits points et que vous aimeriez montrer ça à d'autres personnes qui voudraient partir à l'étranger accessoirement. Donc voilà, merci à vous deux, merci encore. Et puis, je souhaite une bonne fin de journée à tous ceux qui nous ont suivis et à vous aussi. Au revoir et merci encore. Au revoir, bonne journée.